Parentalité, quel est le coût des bons conseils? Dans cet épisode d'Être et Savoir, nous allons nous demander si le soutien à la parentalité aide vraiment à surmonter les problèmes éducatifs et surtout ce qu'il faut comprendre au fond de l'avalanche de recommandations adressées aux pères et bien sûr aux mères. Notre invité, l'universitaire Michel Van Der Broek, s'est posé une excellente question. Comment se fait-il que malgré l'accumulation de conseils à leur attention, les parents semblent toujours plus stressés, épuisés, isolés? Avec lui et avec Béatrice Bayot de l'École des parents, nous allons chercher à comprendre ce que disent au fond ces méthodes et préceptes censés nous aider à ce que nos bébés bambins ados compliqués fassent tout mieux, manger équilibré, dormir paisiblement, apprendre, se cultiver, jouer, être calme, développer leur créativité, avoir des amis et même être épanoui et heureux. Nous allons nous poser de nombreuses questions ce soir, dont celle-ci. Ces conseils ne finissent-ils pas par faire penser que les parents sont individuellement comptables et seuls responsables de ce qu'il advient de leurs enfants, qui vont devenir aussi des adultes, c'est-à-dire ce qu'il advient de meilleur et de pire? Ce qui est certain, c'est que l'analyse critique des normes qui définissent ce que serait un bon parent et un bon enfant, peut-être, permet de prendre un recul nécessaire sur un sujet complexe et intime, l'éducation. Ce qui permet aussi de prendre de recul, c'est de savoir que le conseil parental représente aujourd'hui un marché à hauteur de 20 millions d'euros en France, source institut spécialisé dans l'étude des marchés GFK, et qu'il est un enjeu des politiques publiques puisqu'a été installée une commission ad hoc en décembre 2023, mais il y avait déjà des politiques parentales avant, et puisque la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, fait un tour de France en ce moment même des parentalités. Mais le conseil aux parents et aux éducateurs, ça fait longtemps qu'on en entend, un peu, beaucoup, partout et par exemple à la radio. Le bon sens, c'est de savoir que l'enfant qui a une réaction insolite, il a toujours une raison de l'avoir. On parle des caprices de l'enfant. Les caprices, ça s'installe parce qu'on les appelle des caprices. L'enfant ne veut plus avancer dans la rue. Mais peut-être ne veut-il pas les chaussures qu'il a. Peut-être ne veut-il pas aller de ce côté-là. Peut-être marche-t-on trop vite. Les caprices, à mon avis, c'est quelque chose qui vient d'une incompréhension de l'enfant. Il ne se comprend plus parce que l'adulte ne le comprend plus. Une archive de Françoise Dolto, vous aurez reconnu la voix de la célèbre pédopsychiatre qui a si longtemps prodigué des conseils et des réflexions sur l'éducation à la radio sur France Inter. C'était en 1976. Là, en l'occurrence, je n'avais pas encore l'âge de me rouler par terre ni d'avoir des enfants qui refusent d'avancer. Alors, Michel Van Der Broek, c'était pas nouveau, le conseil éducatif. Depuis quand est-il si important d'être de bons parents? Ça remonte à bien avant le XXe siècle. Oui, bien sûr, ça remonte à des siècles. Euh, d- Ça remonte à tous les temps, en fait, que cette idée que l'éducation va former l'État que nous aurons demain, que les enfants sont l'avenir de l'État, etc. Et on voit bien, quand on étudie l'histoire des conseils aux parents, que les conseils changent de période en période. Et si on veut comprendre les changements, il faut regarder au-delà de l'éducation, il faut regarder le contexte historique, économique, politique. Par exemple, l'entre-deux-guerres, c'était la période de l'eugénisme où on pensait qu'il fallait une race belle et forte pour un État beau et fort. C'est comme ça qu'on s'exprimait dans ce temps-là. Et on voit que c'était surtout la discipline qu'il fallait. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, on n'est plus dans l'eugénisme et on voit que c'est de nouveau l'amour qui vient sur la première place. Et c'est peut-être pas un hasard que les théories de Bowlby sur l'attachement mère-enfant deviennent aussi populaires là où on n'avait plus besoin des femmes dans les usines puisque les hommes faisaient la guerre, mais on les voulait de nouveau au foyer. Donc, ce sont que quelques exemples où on voit que les conseils sur ce qu'est le bon parent, sur ce qu'est la bonne mère, sur ce qu'est le bon enfant, change de période en période et ce qui nous oblige à relativiser quand même beaucoup ce qu'on pense être la vérité d'aujourd'hui. Et qui nous conduit à faire le lien avec le contexte actuel, c'est-à-dire un système économique
libéral, capitaliste, et puis un monde dans lequel l'individu est très responsabilisé. En fait, si je dis ça, c'est parce que le titre de votre livre, Michel Van Der Broek, c'est Être parent dans notre monde néolibéral. Il est publié chez Erez dans la collection 1001 bébés, même si ce livre-là, de cette collection-là, ne parle pas spécialement de bébés, mais beaucoup plus des parents, et bien sûr du conseil à la parentalité qui entoure la naissance de l'enfant, mais encore après. Je précise que vous êtes professeur en pédagogie de la famille au département du travail social et de la pédagogie sociale à l'université de Gand, en Belgique, et que ce livre, nous allons aussi en parler avec Béatrice Bayot. Bonsoir. Bonsoir. Et vous qui êtes directrice générale de la FNEP, Fédération nationale des écoles des parents et éducateurs, qui coédite avec ERES, justement le même éditeur, l'école des parents, une revue dans laquelle on trouve beaucoup d'articles. Et pour le coup, avec le numéro de cet hiver, il y a des thèmes qui se recoupent avec le livre de Michel Van Der Broek. Tout ça pour vous poser une question toute simple. Est-ce qu'on peut diffuser des conseils, et des conseils en tant que parent, on peut en attendre sans diffuser des normes? Non, je pense pas. On est toujours dans l'ère du temps. L'ère du temps d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que pour comprendre l'idée qu'on a du bon parent, du bon enfant, il faut regarder le contexte économique, social, politique, etc. L'ère du temps aujourd'hui, il est une ère du temps individualisant. Ça veut dire qu'on est beaucoup dans montrer le parent du doigt, la responsabilité parentale. On parle, par exemple, rien que le mot parentalité, il est nouveau, il n'existait pas il y a 50 ans. Donc, cette idée que le bon parent est un parent compétent, on parle très peu d'amour, on parle de compétences, de responsabilité individuelle dans une période qui suit une succession de crises économiques et donc où la rentabilité de l'éducation est à l'avant-plan. Parce qu'on cherche aussi des méthodes. C'est plus faire que être. C'est ce Tout que à vous fait. dites Oui. dans le livre. Tout à fait. Donc, la parentalité idéale est une question de compétence, de faire. On parle très peu d'amour et du lien parent-enfant. Mais peut-être parce que c'est un présupposé. Oh, je crois qu'il disparaît un peu du discours. Comme disaient les Anglais parlent du home learning environment. La maison, le foyer devient un lieu d'apprentissage et le parent un pseudo-professeur qui contribue à ce que j'appelle dans le livre ces Jeux olympiques du développement. Il faut apprendre, il faut les jalons. Le plus tôt possible. Mais comment faire la différence entre ce qui relève du conseil, du vrai conseil? Par exemple, faire dormir les bébés sur le dos. On sait que ça, c'est indubitable. On doit faire dormir les bébés sur le dos. Ça évite des morts subites du nourrisson. Et puis, des conseils plus discuter, sinon discutable, mais discuter sur les vertus de l'allaitement par rapport au fait de donner le biberon, qui peuvent relever du choix personnel de la mère. Et tout de suite, quand on en parle, et moi quand j'en parle, j'ai tendance à donner un petit peu mon opinion. Et dans le conseil parental, il y a quand même des choses vraies et des choses moins vraies. Et demander aux parents de faire le tri, c'est déjà compliquer beaucoup leur tâche aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, par exemple, sur la mort subite, il y a des connaissances qui sont vraies. Tout à fait. Mais par ailleurs, il n'y en a pas tellement. On peut très bien définir ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est vraiment mauvais. On peut définir la maltraitance. C'est beaucoup plus facile que de définir la bientraitance. Parce que là, le problème avec les conseils aux parents, c'est qu'ils sont très, très, très souvent décontextualisés. On pense que ce qui est bien pour chaque enfant, pour chaque parent, mais qu'on ne fait pas la différence entre le parent qui vit dans une rue tranquille avec un jardin où on peut jouer dehors et l'autre parent qui habite un HLM, où les conditions de la parentalité, les conditions dans lesquelles on peut prendre sa responsabilité sont très, très, très différentes. Et moi, je trouve important, ce que j'ai voulu passer comme message, ce n'est pas une recette au-delà des autres recettes pour savoir ce qu'est le bon parent. C'est justement de décrire cette ère du temps où la responsabilité publique se retire et où la responsabilité individuelle est mise en avant. Tout ce qui va mal dans la société, la première question qu'on pose, c'est où est le parent ?
Et ça, on va y venir tout de suite avec une déclaration du président de la République. C'était en juillet dernier. Il y avait des émeutes en France suite à la mort du jeune Naël, donc tué par un policier. Émeutes qui ont touché de nombreux quartiers et qui ont ému voilà, toute la population, dont le président de la République. Écoutez sa réaction, ça va beaucoup vous intéresser. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Et donc, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le traiter à la cause. Et donc, on doit responsabiliser certaines familles, on doit aussi accompagner d'autres familles qui sont dans la détresse, et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre. Alors, Michel Van Der Broek, est-ce que vous pensez, vous n'êtes pas français, donc vous parlez avec un peu de distance, et il ne s'agit pas de débattre du président lui-même, parce que en fait, cette responsabilité des parents, elle est partout, cette responsabilisation en fait de la figure parentale, c'est pas seulement en France, là c'était voilà dans cet événement-là, et ça c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est-à-dire ce dont on a l'impression que c'est un événement français. Vous vous dites ça, c'est dans beaucoup de pays en Occident que on prend cette inclinaison. Tout à fait, ce n'est pas qu'un événement français. D'ailleurs, ça s'est passé exactement de la même manière en 2005 quand les banlieues ont brûlé En France aussi. également. Il y a eu le rapport Benisti, etc., qui a dit où sont les parents, il faut responsabiliser les parents démissionnaires. On l'a vu en Angleterre où Cameron, quand il était Premier ministre, a dit ce n'est pas la pauvreté, le manque d'argent qui est le problème de la délinquance, c'est l'éducation des parents. Par les parents. On le voit encore la semaine passée en Belgique où, quand on a publié les résultats où il paraît que les élèves flamands ont dégringolé dans l'échelle PISA, le ministre de l'Éducation n'a pas posé la question qu'est-ce qui manque à nos écoles. Non, il a posé la question qu'est-ce qui manque à l'éducation parentale. Donc, tous les problèmes de la société on montre le parent du doigt et c'est le parent qui est rendu responsable. Et la question fondamentale pour moi, elle est, mais où est-ce qu'on partage la responsabilité entre le domaine public et le domaine privé? Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire le lien, et là je vais dans le sens de la responsabilité parentale, avec le fait que la plupart des parents aujourd'hui ont choisi d'avoir des enfants, et ont choisi d'avoir des enfants à ce moment-là de leur vie, et donc on n'attend pas forcément la même chose qu'eux qu'entre les deux guerres ou dans des périodes précédentes du XXe siècle. Oui, la manière dont vous le dites, pour moi, c'est vraiment un discours néolibéral. Vous avez choisi, donc assumer les Non, je vous porte la contradiction. assumer les conséquences. J'ai fait des groupes de parole avec plusieurs parents et on le voit bien que, par exemple, les familles monoparentaux, quand ils ont des problèmes, ils se disent oui, mais nous, on ne va pas poser des questions sur qui nous aide parce que ça a été notre choix d'être une famille monoparentale. On a choisi de sortir de la norme. Alors, c'est à nous de se débrouiller. Mais ce n'est pas une société solidaire de concevoir la question de telle manière. Béatrice Bayot, comment vous avez vu émerger cette question? Alors, l'école des parents, ça existe depuis très très longtemps, presque un siècle. Donc, comment depuis, je vais vous demander depuis 1929, mais depuis que vous préoccupez de parentalité, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le terme qu'on utilise à l'école des parents, comment vous avez vu émerger cette question de la responsabilité individuelle? Moi, je la trouve intéressante dans le sens où, pour moi, la responsabilité individuelle parentale, c'est pas vraiment une question très nouvelle. J'avais l'impression que c'était ancien, que c'était déjà le cas quand moi-même j'étais enfant, ou peut-être avant. Et finalement, c'est en lisant Michel Van Der Broek que je me dis oui, on augmente cette responsabilisation. Est-ce que c'est un constat que vous partagez avec lui? Ah, je peux que le partager. C'est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, il y a un désengagement de l'État, mais qui
en fait, est très progressif et donc un peu insidieux. C'est-à-dire que depuis, déjà, pour rejoindre le terme parentalité, il est né de l'époque où on a considéré que le bébé avait une conscience, donc on pouvait agir sur le bébé. Et donc, à partir de ce moment-là, le parent qui est auprès du bébé a une action sur son développement. Et de ce fait, on a commencé à renforcer la responsabilisation parentale. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, plus l'État se libéralise et plus effectivement on glisse vers une responsabilisation individuelle. Et tout à l'heure, quelle était la responsabilité collective avant? Comment elle était portée? Qu'est-ce que ça signifiait? Alors, la responsabilité collective, pour moi, elle était vraiment autour de travailler avec les parents, échanger sur ce dont ils avaient besoin, les écouter, prendre en compte le cadre dans lequel ils vivaient pour adapter l'accompagnement et répondre à leurs premiers besoins. Dans quel cadre? Dans les PMI, dans l'éducation populaire, à l'école? Alors, l'éducation populaire s'inscrit vraiment justement en lien avec ce qu'on appelle les bénéficiaires. Hein. C'est vraiment le principe même de l'éducation populaire. Mais on est là, on est vraiment dans la volonté de travailler avec et par exemple, quelque chose qui est fondateur, hein, c'est la paire-aidance. Hein, c'est travailler, échanger entre parents. Ah, la paire, P-A-I-R. ouais, voilà, Et la paire aidance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à disparaître parce que, en fait, on a un développement du conseil individuel. Donc, vous parliez de conseil tout à l'heure. Moi, je me permets juste de dire, en tout cas, en lien avec l'éducation populaire, qu'on ne parle pas de conseil, on parle d'accompagnement. Vous pouvez vous dire que je joue sur les mots, mais pas du tout. On n'est pas là pour promulguer une vérité. On n'est pas là pour dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça, mais on est là pour partir d'où est le parent, pour l'aider à trouver en lui-même ses solutions, soit avec un professionnel, soit avec d'autres parents, et des parents d'horizons divers. Et c'est bien ces horizons divers qui enrichissent chacun. Et aujourd'hui, on est en train de segmentariser la population entre la population aisée qui va pouvoir se payer des conseils et une population moins aisée qui va venir en désespoir de cause vers des associations alors qu'on devrait travailler tous ensemble. Après, rechercher de l'aide, c'est ce que font de nombreux parents. Pourquoi recherchent-ils de l'aide, payante ou gratuite? C'est une question qu'on doit aussi se poser. Et là, le contexte, c'est aussi un contexte scientifique, dans la mesure où la connaissance sur le développement de l'enfant, on a commencé à en parler. Alors, on a parlé de la théorie de l'attachement, mais aujourd'hui, on a aussi des neurosciences qui nous parlent du développement du cerveau du bébé, avec, pareil, hein, certains aspects ne sont pas spécialement discutés. On développe son langage bien avant de parler, ça tout le monde est d'accord. Après, faut-il laisser un bébé pleurer ou non? Est-ce que ça va abîmer ses circuits neuronaux? Ça, c'est encore un sujet qui peut faire débat. Mais tous joueraient avant 6 ans ou pas? Grande question qui peut paniquer un certain nombre de parents, ou en tout cas les amener à rechercher des conseils qui peuvent s'acheter sous forme de livres, s'écouter sous forme de podcast, et souvent c'est gratuit. Il y a même des choses très bien, par exemple sur France Culture, ou se délivrer sur les réseaux sociaux qui sont si importants dans nos vies aujourd'hui. Michel Van Der Broek, ça c'est un contexte aussi, ce développement de la connaissance du développement de l'enfant actuel. C'est vrai que la scientification du développement de l'enfant avec la venue des neurosciences a créé quand même, ou a beaucoup aggravé cette problématique de la parentalité. Je m'explique. Quand je critique les neurosciences dans le livre, ce n'est pas les neuroscientifiques, mais c'est l'utilisation des neurosciences par des non-neurosciences. Une forme de vulgarisation. Une forme de vulgarisation maladroite et souvent fausse.
pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu un amalgame entre ce qu'on peut appeler dans le développement de l'enfant des périodes sensibles et des périodes critiques. Je m'explique. Les périodes critiques, ça veut dire que quand un développement ne se fait pas dans cette période-là, c'est foutu. Ça veut dire que si on prend des petits chatons qui viennent de naître et on met un bandage autour des yeux pendant quelques mois, on l'enlève, il ne faut pas faire ça, mais ils ne verront plus. Donc ça, c'est les périodes critiques. Les périodes sensibles, c'est par exemple l'apprentissage des langues. On apprend plus facilement les langues quand on est jeune. Moi, depuis 1 an, j'apprends l'italien. C'est beaucoup plus difficile que les jeunes avec qui je fais ça, mais ça va. Donc ça, c'est des périodes sensibles. Vous avez l'avantage du bilinguisme en tant que Belge, c'est quand même déjà une petite avance, on le sait ça aussi grâce aux neurosciences. Voilà. Mais donc, ce que nous fait passer ce message des neurosciences avec le discours sur les 1000 premiers jours, c'est comme si tout se jouait dans ces 1000 premiers jours, dans ce cerveau, et que si on ne fait pas tout ce que nous disent les conseils, en tant que parents, c'est foutu. On fait du mal à notre enfant et on ne pourra plus le réparer. Donc ça, c'est un poids insupportable sur les épaules des mêmes parents. neurosciences qui parlent de plasticité cérébrale qui permet d'apprendre tout au long de sa vie, et comme vous, l'italien, et d'apprendre plein de choses longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de politique publique, ça doit valoir le coup de sensibiliser tous les parents autour de la naissance de leur enfant sur cette question des 1000 premiers jours qui sont importants, sans paniquer tout le monde sur le fait que si on rate une marche ou si l'enfant ne fait pas ce qui est exactement attendu statistiquement, on doit paniquer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une politique publique. En quoi ce serait pas bien, en fait, de sensibiliser les parents? Il y a deux grands mais. Le premier, c'est que ça nous rend aveugles, puisque nous aurons besoin des spécialistes pour nous expliquer ce qu'on voit sur les images ou les petites couleurs. Donc on perd en compétences parentales. Voilà, on perd en compétences parentales. Deuxièmement, soyons sérieux, les neurosciences ne nous ont pas dit vraiment de nouvelles choses qu'on ne savait pas encore. Qu'il faut stimuler le développement de l'enfant quand il est jeune. On le savait, ce n'est pas les neurosciences qu'ils nous ont appris, mais ils ont mis une couche. Ils nous ont remis une couche d'incompétence. Et donc ça, c'est quand même... c'est moins rigolo. Deuxièmement, et ça peut aller très loin. Je donne l'exemple de l'Angleterre et des États-Unis, mais surtout de l'Angleterre, où au nom des neurosciences, on a voté une loi qui permet de passer de la garde temporaire des enfants, quand le parent est en difficulté, à l'adoption pleine, sans l'autorisation des parents biologiques. Au nom des neurosciences, il faut intervenir dans les 1000 premiers jours, et donc ça fait passer des nouvelles lois où ça n'est pas anodin. Il s'agit des milliers de cas en justice où l'enfant est enlevé de l'autorité parentale au nom des neurosciences. C'est très bien documenté sur la Grande-Bretagne, donc une politique de préservation des enfants, où on met à l'adoption des enfants, donc on brise le lien parent-enfant. C'est pas du tout le même dogme qu'en France, où par ailleurs c'est très compliqué aussi, évidemment, ces questions de placement des enfants, et qui souffrent aussi de plein de problèmes économiques et de manque de budget. On en a déjà parlé dans Être et Savoir. Béatrice Bigot, l'éducation passionne, enfin surtout la parentalité. On peut rappeler ce débat qui a tant fait causer l'année dernière entre l'éducation positive et puis les idées de, par exemple, Caroline Goldman, elle a une chronique tout l'été sur une radio amie, France Inter, qui préconise... Alors, je caricature le time-out, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre son enfant à part, ce n'est pas forcément le punir, mais qui peut apparaître comme tel pour ceux qui la contredisent, quand l'éducation positive plébiscite un dialogue constant, voire permanent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de trancher entre les deux, c'est de voir à quel point ça mobilise une certaine attention qui se porte sur ce que doit faire un parent dans des circonstances ultra précises.
Comment vous jugez en fait tout ce commentaire autour de ces deux pôles opposés sur Alors ce moi, sujet? c'est comme tous les pôles opposés, en fait, il y a pas de vérité. La question, c'est pas de savoir s'il faut faire le time out ou pratiquer la parentalité positive. Heu, En fait, et je rejoins mais complètement Michel van der Broek, on essaye, de donner une solution aux parents et on leur dit en fait, il y a un enfant standard et il faut que votre enfant, il ressemble à cet enfant standard. Et donc, on va vous donner une recette. Et que ce soit l'une ou l'autre, et elles ont toutes les deux apporté des choses sur les questions d'éducation. Donc, ce n'est pas la question de leur légitimité qui est au centre du débat. C'est simplement, effectivement, on retire les capacités parentales des parents en leur disant, en fait, vous avez peut-être une intuition, vous connaissez votre gamin, mais en fait, ne faites pas ce que vous pensez, mais faites ce qu'on vous dit. Et vraiment, c'est central. On est quand même des êtres dotés de bon sens. On connaît nos enfants, donc et peut-être qu'on va se tromper. C'est pas la fin du monde. Nos parents se sont trompés, on a survécu. Comment vous abordez cette question qui semble tant passionnée? Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, Michel van der Broek, puisque vous connaissez bien, vous le dites dans votre ouvrage, la recherche anglophone qui couvre des pays aussi comme le Canada, la Nouvelle-Zélande. Et c'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut penser en Occident. Enfin, alors, du côté français, du côté latin, c'est toujours un peu légèrement différent, mais vous êtes à la croisée de ces deux parties du monde occidental. Cette passion donc pour les colères enfantines et je me remémorais les mots de Simone de Beauvoir dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Ça commence par elle fait un récit de sa petite enfance et Simone de Beauvoir se roule par terre d'une manière totalement spectaculaire, insupportable et rouge de colère, et personne ne peut la comprendre, à tel point que des parents pensent, on mettra le passage sur la page des Traits Savoir, à tel point que des gens pensent qu'elle est maltraitée. Donc c'est pas nouveau. Si au début du XXe siècle, Simone de Beauvoir se roule par terre au jardin du Luxembourg, c'est pas très différent de quand mon enfant, par exemple, le fait. Et pourtant, ça fait beaucoup parler aujourd'hui, ça fait beaucoup discuter, peut-être plus que jamais. Et je reviens à l'éducation positive vs une éducation plus autoritaire. Pourquoi ça nous passionne autant aujourd'hui? Quel rapport avec le monde néolibéral? Euh, Les crises de colère de l'enfant n'ont pas vraiment un rapport avec le monde néolibéral. Ils sont de tous les temps, comme vous le dites bien avec cet exemple de Simone de Beauvoir, et elles le seront de tous les temps. C'est un stade, je dirais, normal du développement de l'enfant, de l'autonomie de l'enfant. Ce qui est fascinant dans la période où on vit, c'est qu'on développe des programmes qui se disent basés sur des preuves probantes, basées sur la recherche, qui disent résoudre le problème. Si vous, parents, faites ce que nous, on vous dit, vous serez le bon parent et vous surmonterez ces problèmes. Et ça se fait avec un système protocolé, ça s'appelle Triple P par exemple, parentalité positive, ça vient de l'Australie, c'est un programme commercialisé qui se dit qu'il marchera à tous les coups et qui est importé en France en ce moment aussi, qu'il a été en Belgique, qu'il est dans une trentaine de pays dans le monde, donc c'est un programme assez lucratif et qui se dit être basé sur des recherches probantes. Donc ça veut dire, nous, on va vous dire comment faire. Si votre enfant se jette au milieu du supermarché parce qu'il ne reçoit pas la sucette qu'il aurait voulu, comment le traiter? S'il sort de son lit parce qu'il ne veut pas se coucher, on va vous dire comment faire, avec 5 consultations de 20 minutes protocolées. Et si ça ne marche pas, ben c'est vous le problème, parce que le programme, lui, il est au-dessus de tout soupçon. Pourquoi pensez-vous qu'on s'attache autant à ce que font des tout petits enfants? Parce qu'après tout, ils vont grandir et c'est assez rare les enfants de 8 ans qui se roulent par terre au supermarché. On sait que ça va s'arrêter. Pourquoi le fait de payer rassure autant? Je le dis très simplement, mais c'est comme ça que la question m'est venue. Rassure autant de parents. Michel van der Broek. Oui, c'est une très très bonne question. Je commence le livre par une citation de l'auteur français Nicolas Mathieu qui se dit, et je vais le citer, « L'éducation est un gros mot.
on peut le mettre dans des livres et des circulaires. En réalité, tout le monde fait ce qu'il peut. Qu'on se saigne ou qu'on s'en foute, le résultat recèle toujours sa part de mystère. Donc c'est une citation bien Assez formidable. relativisante. Oui. Pourquoi on s'intéresse beaucoup à ça malgré le fait que, Pourquoi on veut acheter quelque chose? Pourquoi on veut acheter? Parce qu'on est insécurisé, parce qu'on a ce discours sur nous, sur les 1000 premiers jours. On a dit que le parent fait la différence, que si on ne fait pas bien, c'est après, quand il sera adolescent, il va cramer des voitures, il va se droguer. Donc, il y a toute cette menace. Donc, le soutien à la parentalité, c'est une gestion de risque. On nous fait peur de ce qui peut advenir de nos enfants. Et l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir de l'État. C'était comme ça dans l'entre-deux-guerres, mais c'est comme ça encore aujourd'hui. Donc, depuis, j'ai dit, quand j'ai parlé de l'histoire du conseil aux parents, il faut regarder l'environnement social, économique, politique, etc. Quel est cet environnement aujourd'hui? C'est quand même un environnement post-crise. On est dans beaucoup de crises. On a eu plusieurs crises économiques, ce qui veut dire que l'économie devient de plus en plus importante. On a eu la crise des banques, on a maintenant la guerre de l'Ukraine qui fait une crise de l'énergie, etc. La crise Covid, etc. Donc, il y a beaucoup de retombées économiques. L'économie devient très importante. Donc, qu'est-ce qu'on veut que cet enfant devienne? C'est un adulte autonome qui ne dépend pas de l'État. Donc, ça veut dire que c'est un changement profond de ce qu'est l'État social, de ce qu'est l'État-providence. Et parce que c'est pas le conseil qui nous isole, c'est parce qu'on se sent isolé qu'on a besoin de conseils. C'est parce qu'on se sent isolé qu'on a besoin de conseils, mais le conseil en rajoute. Dans une forme de cercle que vous définissez donc comme vicieux, Michel Van Der Broek. Alors, Béatrice Bayeux, je me tourne vers vous. Vous avez parlé des services publics. Voilà, on parle de petite enfance et de parentalité avec Aurore Berger. On va voir quelles vont être les conclusions du Tour de France. Il y a ce conseil, cette commission à la parentalité qui va réfléchir avec Serge Effez à sa tête. Est-ce qu'on va créer un service public pour que les enfants ne se roulent pas par terre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut peut-être répondre d'une autre manière aux parents qui s'interrogent. Donc ça, on n'est pas dans l'éducation scolaire, mais dans l'éducation familiale. Comment ça peut se penser collectivement autrement? Alors peut-être pour redonner des éléments, juste un tout petit peu de contexte politique du lancement de cette commission, elle a été lancée dans le bref passage d'Aurore Berger au ministère de la Famille, et elle a été lancée simultanément à ces annonces et ces déclarations relatives à la responsabilité des parents, aux travaux d'intérêt généraux qu'ils devraient faire en réparation de tout ce que leurs enfants n'ont pas fait. Donc en fait, ça s'est déjà un peu mal emmanché, cette commission parentalité, parce que... Alors du coup... D'accord, mais qu'est-ce que vous auriez envie de voir advenir comme réflexion collective, et pas forcément en termes de service public, mais aussi en termes de circulation de l'information dans la société, de comment on s'empare des sujets dans l'espace public, y compris dans les médias du reste? Qu'on interroge les parents sur leurs besoins, qu'on travaille avec eux, que on sorte. Alors après, c'est la politique qu'on va décider, qui va être décidée. Est-ce qu'on veut effectivement du chacun pour soi, et dans ces cas-là, les gens vont payer, et il y en a qui pourront, il y en a qui pourront pas, ou est-ce qu'on croit vraiment en un État social et solidaire dans lequel on fait des investissements sociaux qui sont portés par tous, et on rend accessible l'accompagnement de manière générale. Voilà, c'est simplement pour rejoindre, vous disiez tout à l'heure, pourquoi les parents payent. Parce que, et je reprends les termes, si je peux me permettre, du livre de Michel Van Der Broek, les parents sont devenus des consommateurs parce que on les a mis dans cette position-là. Donc maintenant, on achète notre parentalité au lieu de la vivre en société. France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
On voudrait du soleil, des boissons anisées. Nos voyages sont pareils et désorganisés. Oh, tu sais, on voudrait des amis, des journées de repos. On attend d'ennemis dans les jeux vidéo. Oh, tu sais, on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. À descendre la pente dans les surfaces de vente. On voudrait que l'inconnu ait un goût de déjà-vu. Oh, tu sais, on voudrait rester beau, mais l'ennui nous abîme. On cherche des infos sur les salles de gym. Oh, tu sais, on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. On s'est bien fait avoir. Nos maisons se confondent. On a du mal à croire qu'on est champion du monde. Laurent Marché, tous pareils dans Être et Savoir, qui s'interroge dans cet épisode, donc toute l'émission, sur le coût des bons conseils en parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire de donner des bons conseils? Qu'est-ce que ça implique? Quelle logique ça sous-tend? Logique économique et sociale et politique aussi, on l'a dit dans la première partie de l'émission. Évidemment, je ne peut pas ne pas penser à l'école, l'éducation nationale et tout ce qu'on attend des parents. J'ai trouvé une illustration pour vous amener sur cette question avec le film de Jérémy Fontagneux. C'est un enseignant qu'on connaît très très bien ici dans Être et Savoir parce que ça fait plus de 10 ans qu'on suit son travail. Il est professeur de sciences économiques et sociales au lycée dans l'académie de Créteil. Il est à l'initiative d'un projet qui s'appelle Réconciliation, c'est contre l'échec scolaire. Il implique les parents et il sort un documentaire le mercredi 20 mars qui s'intitule « Le monde est à eux ». Bref, ensemble, nous avons parlé des parents d'élèves. En quartier populaire, beaucoup de parents ont un sentiment d'illégitimité au sujet, par exemple, de la question de l'orientation. Beaucoup d'entre eux n'ont pas fait d'études supérieures, donc par exemple Parcoursup les angoisse encore plus que le reste de la population. Mais après, c'est vrai que la somme d'informations est tellement importante et il y a une telle opacité que c'est pas propre à Drancy. Et donc, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de souffrances ou de difficultés de la part des parents qui ont l'impression d'être un peu seuls face à leur enfant, avec une foule d'informations à traiter. Et on a un peu, pendant longtemps, on a eu ce même sentiment-là, nous, professeurs, d'être seuls face aux élèves avec une foule d'informations à traiter. Alors que là, c'est vrai que comme assez rapidement dans l'année, on crée cette alliance-là et qu'on se met d'accord, parents et professeurs, pour être sur la même longueur d'onde, ça casse un peu cette solitude-là et ça rend notre discours plus fort parce qu'il est commun. Et donc, du coup, ça permet de casser aussi un peu l'angoisse chez les enfants. On s'est rendu compte que ça renforçait aussi beaucoup les parents. C'est des familles qui sont venues nous remercier en fin d'année en nous disant qu'elles avaient eu l'impression d'avoir retrouvé une autorité ou d'avoir gagné en légitimité dans leur autorité. En fait, on parle parfois de parents démissionnaires. Moi, j'en ai jamais rencontré à Drancy en une dizaine d'années, alors que je travaille beaucoup avec eux. Par contre, des parents démunis, des parents qui ont l'impression de ne pas avoir les outils, ou des parents qui sont parfois un peu fatalistes, ou qui sont parfois tentés par la résignation. Il y en a beaucoup, mais comme nous-mêmes enseignants, en fait, encore une fois, je pense que c'est la solitude dans laquelle les parents font leur travail de parents.
De la même manière que la solitude dans laquelle nous, enseignants, faisons notre travail d'enseignant, je pense que c'est ça qui nous met en difficulté. Et je crois que cette solitude qui met en difficulté, à la fois chez nous, enseignants, et chez les parents, elle est aussi vécue par les élèves, parce que bien qu'il y ait la classe, la scolarité est souvent vécue comme un fardeau un peu personnel ou comme une aventure difficile, personnelle et un peu isolante pour beaucoup d'élèves. Mais cette manière de travailler ensemble, vous, professeurs, avec les parents, est-ce que ça crée un collectif de parents? C'est une bonne question. C'est l'une des limites, en tout cas telle qu'on l'a élaborée à Drancy. C'est vrai que aller chercher les parents, ça se faisait toujours sur nos termes à nous ou en fonction de nos besoins à nous. Les parents venaient nous renforcer et donc on ne poussait pas forcément les parents à se serrer les coudes entre eux, si je puis dire. Mais il y a des collègues en collège ou en lycée ou en école primaire dans la méthode, dans le collectif, là, qui aiment bien organiser des événements ponctuels, par exemple un café des parents ou ouvrir leur classe aux familles, ce qui a tendance à renforcer les liens entre les familles, entre les parents, même si c'est vrai qu'à nous, à Drancy, et tel qu'on le voit dans le film, finalement, les parents se rencontrent à la réunion de début d'année à laquelle nous les avons invités individuellement et ils se retrouvent à la fête de fin d'année pour fêter les 100% de réussite au bac. Mais entre-temps, il n'y a pas ou peu de cohésion entre les familles. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'enseignement explicite. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous faites de la pédagogie explicite auprès des parents sur ce que l'école attend d'eux? Oui, en fait, c'est vrai que l'une des difficultés qu'on a rencontrées, nous, au tout début, et que beaucoup de collègues qui nous rejoignent rencontrent, c'est l'idée qu'il faille présenter les choses suffisamment clairement et précisément aux parents, alors que spontanément, dans la perception qu'on a de notre métier et dans la pratique, c'est face aux élèves qu'il faut être le plus clair, le plus explicite. C'est vrai que l'une des difficultés ou la sortie de la zone de confort que comporte cette méthode-là, c'est de faire preuve de patience, de faire preuve de gentillesse, d'écoute vis-à-vis de parents qui parfois ne sont pas forcément de bonne volonté ou ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Donc ça nous oblige à développer des compétences qui sont de l'ordre de la communication, de la relation, si je puis dire, une forme de diplomatie. Et donc, ça nous oblige à être explicite d'abord avec les familles, de manière à ce que les parents comprennent où on veut en venir et que du coup, puisqu'ils ont compris et qu'ils trouvent ça légitime, ils le fassent et derrière, les élèves suivent. Alors ce soir, dans Être et Savoir, on parle de parentalité. Évidemment, on parle aussi d'école. Je précise que Jérémy Fontagneux, dans le cours de l'entretien, dont j'ai fait un montage, hein, a parlé du contexte hein, en région parisienne, enfin dans l'académie de Créteil, où les enseignants sont très mobilisés, et des parents aussi, concernant les moyens de l'école. Il y a une grève cette semaine dans l'éducation nationale. Je pense qu'on ne peut pas non plus faire fi de ce qui s'y passe dans cette émission, même si c'est pas totalement le sujet. Alors, je reviens vers vous, Michel Van Der Broek. Et la question que j'ai posée à Jérémy Fontagneux, c'est celle de, finalement, l'explicitation des attentes, non pas de la société, mais de l'école. Et c'est très important. C'est important aussi dans un contexte que je vous donne pour la France, mais peut-être qu'il y a des équivalents ailleurs, où des enseignants se plaignent, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'enfants qui se tiennent très mal, qui sont mal éduqués chez eux et pas très prêts à être disciplinés, en tout cas suffisamment calmes pour apprendre à l'école, par exemple. Mhm. Oui, ce n'est pas un problème uniquement français, on le retrouve bien sûr en Belgique aussi. Ce qui me frappe dans cette analyse, c'est que on parle beaucoup des attentes de l'école vis-à-vis des parents et très peu de l'autre côté. On parle très peu de l'écoute des parents, de ce qu'ils attendent de l'école. Donc il y a un manque profond de réciprocité dans certains rapports. Ce qui veut dire que la participation parentale, elle est importante. Il n'y a rien à redire. C'est vrai que c'est important que les parents participent à la vie écolière de leur enfant. Mais comment elle se conjugue, quelle forme la participation parentale prend, ce qu'elle veut dire, elle est définie sans aucune participation parentale. Elle n'est définie que par l'école. Donc, dès lors, il n'est pas difficile à comprendre qu'elle va bien pour certains parents et moins bien pour d'autres. Que les parents, comme l'a dit l'enseignant
qu'on vient d'écouter. Il y a des parents qui ont un vécu difficile par rapport à l'école, pour qui c'est difficile de s'imaginer dans cette situation. Il y a des parents qui ne se trouvent pas légitimes de représenter. Il y a des parents qui ont trop de respect pour l'enseignant, pour aller à l'avant. Vous savez, en Belgique, on se fait beaucoup de soucis par rapport aux enfants qui ne sont pas tous les jours à l'école maternelle, des jeunes enfants de 3 ans, de 4 ans. On a fait beaucoup de groupes de parole avec les parents. Et je me rappelle très bien d'un groupe de parole avec des parents d'origine très, très différente, tous les clichés rassemblés, faible niveau de formation ou d'éducation de la mère, parlant d'autres langues que la langue de l'enseignement, issus de l'immigration, etc., tous les clichés ensemble. Donc des parents, des enfants qui ne venaient pas tous les jours à l'école maternelle. Et ils commençaient à papoter entre eux. Et puis cette maman dit à une autre maman, vous savez, il faut poser une question tous les jours à l'institutrice, parce qu'autrement elle va dire que vous n'êtes pas intéressé. Oh non, 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 dit l'autre, non, non, ça il ne faut pas faire du tout. Elle va vous trouver ennuyeuse. Une fois par semaine, ça c'est l'idéal. Ah non, 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 moi je crois, non, elle va penser que vous n'êtes pas intéressé. C'est pas 2 ou 3 fois par semaine, ça c'est l'idéal. Vous voyez, là, cette recherche des parents, c'est quoi le bon parent? Mais il n'y a pas de dialogue, on manque de dialogue. Et donc c'est en mettant le label de parents démissionnaires ou peu intéressés ou ne pas bien éduquer son enfant, qui n'est pas prêt pour l'école, on ne va pas sortir du problème comme ça. Concernant cette question scolaire, Béatrice Baillot, la France, qui a aussi construit son école un peu contre la famille, c'est historique, et peut-être plus en France encore qu'en Belgique, en Wallonie, on est beaucoup sur le modèle français. Est-ce que cette question, vous la voyez dans le cours du temps s'individualiser? On sollicite une nouvelle fois, c'est pas pour dire que je suis toujours d'accord avec Michel Van Der Broek, mais dans les faits, c'est vrai qu'on on écoute peu les parents, et on va leur dire, voilà, vous devez être là, 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 et voilà où on vous attend. Et en fait, plus ça va, il y a des parents qui nous disent, en fait, quand mon enfant rate un examen, j'ai l'impression que c'est moi qui rate l'examen. Est-ce que c'est normal qu'on en soit là? Parce qu'il s'est tellement investi, parfois au-delà qu'il n'arrive plus à prendre de recul. Et à l'inverse, des parents qu'effectivement on pourrait classer dans les démissionnaires selon l'État, mais en fait ils ont 1000 raisons d'être qualifiés de démissionnaires. C'est tellement compliqué pour eux, compte tenu de leur passé et de leur présent. Donc, mais effectivement, pour revenir, parce que j'ai fait un petit crochet là, mais effectivement, on est de plus en plus dans l'école fait ça, et tout le reste doit être fait par les parents. Mais alors moi, je m'attendais un peu à une autre réponse, c'est que l'enfant n'est pas responsable de ses parents en tant qu'élève. De toute façon, pourquoi plus personne ne dit ça? Peut-être que c'est d'une grande naïveté, mais j'aime beaucoup poser ce genre de questions. Michel Van Der Broek, est-ce que ça peut faire partie du débat de dire, voilà, l'enfant, finalement, sans être un être de pure nature, hein, évidemment, il est issu de son milieu social et familial, mais en même temps, un enfant à l'école, il n'est pas responsable du fait que ses parents l'éduquent comme ci ou comme ça. Mais c'est une question de tous les temps que l'école a très difficile d'accueillir la diversité. Donc la diversité de niveau de développement, la diversité de langues. On pense encore beaucoup que la tête d'un enfant n'est pas suffisamment grande pour contenir plusieurs langues. Et on a des difficultés à accueillir l'enfant tel qu'il est parce qu'on a des difficultés à accueillir la diversité. Mais il faut dire aussi que, en tout cas là je parle de la Belgique, je ne sais pas en quelle mesure c'est vrai pour la France, on a délaissé les gens qui sont dans l'enseignement. On ne les a pas soutenus pour accueillir la diversité. On a fait comme si la société n'avait pas changé depuis 50 ans.
Je crois que vous tapez assez juste sur le sentiment des enseignants. Effectivement, depuis au moins le temps que je fais cette émission, qui manque de reconnaissance. Et on sait que, par exemple, la difficulté à trouver des étudiants qui veulent devenir enseignants ne touche pas seulement la France, mais même des pays où ils sont beaucoup mieux payés, type l'Allemagne. Alors, je voudrais vous soumettre un débat. Alors, c'est pas dans le livre, hein, Michel Van der Broek, mais c'est très français. Aujourd'hui, quand on parle des problèmes de mixité sociale à l'école, on parle de séparatisme scolaire, de sécession scolaire en France, ce qui fait reposer l'idée qu'il y a un problème de mixité sociale à l'école sur la responsabilité de parents qui éviteraient l'école publique, par exemple. Comment, vu de Belgique, vous analysez cette manière de poser les choses? Moi, ce qui me fait beaucoup de soucis, c'est que bien sûr le problème est traité en Belgique aussi parce que la société a beaucoup changé, la diversité a beaucoup augmenté, surtout dans les villes. Nous avons aujourd'hui des classes où on met ensemble au moins 10 différentes langues maternelles. Hein. Donc on n'est plus dans le bilinguisme, on est dans une hyperdiversité qui est nouvelle. Et on n'a pas beaucoup aidé les enseignants à travailler cette diversité. Et j'ai oublié votre question. En fait, c'était sur l'attitude des parents. C'est-à-dire est-ce qu'on peut reprocher à des parents de se détourner, par exemple, de la mixité sociale ou linguistique, Oui, voilà. C'est une des Oui. manières de poser le débat en France. C'est absolument pas donc- la seule, mais c'est aussi comme ça que c'est dit et Mhm. que la question circule dans la Voilà. société. La question qui est débattue en Belgique et je crois en France aussi, c'est quelle est la meilleure manière pour que les enfants puissent être le plus vite et les meilleurs résultats. Est-ce qu'on met la mixité ou est-ce qu'on les sépare? Mais donc la question qui n'est plus posée, c'est à quoi ça sert l'éducation publique? Est-ce que ça sert seulement à grimper sur l'échelle PISA ou est-ce que ça aide aussi à créer le vivre ensemble, à se comprendre, à la solidarité, aux choses qu'on ne peut pas mesurer dans les tests? Et donc, pour moi, c'est la question profonde qui disparaît, la question que posait Paulo Freire, je vais le dire en anglais, « Education, what for ?» L'éducation, ok, mais l'éducation à quoi? Pour moi, c'est important que Paulo dans cette Freire, discussion... c'est un pédagogue brésilien. Brésilien, voilà, de la fin des années 60, début des années 70. Voilà, merci pour ces précisions. Et pour moi, cette question est disparue du débat public. C'est l'éducation publique, elle sert à quoi? Ou l'éducation nationale, elle sert à quoi? Elle doit servir aussi à créer le vivre ensemble. Ou l'éducation tout court, parce que je reviens à la question de la parentalité. Est-ce qu'on perd de vue, avec ce débat ou pas, le sens de l'éducation qu'on donne à ses enfants? C'est-à-dire, c'est très important de manger 5 fruits et légumes par jour, et je félicite les parents qui y arrivent, mais est-ce que ça ne nous éloigne pas de ce qu'on pense de l'éducation, mais de la vie finalement, et qu'on veut transmettre à nos enfants? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous la posez aussi, Béatrice Baillot? Je pense qu'effectivement, on va vers, et la société nous invite à être vers une éducation de la performance au détriment d'autres valeurs bien plus importantes et bien plus fondatrices. Et effectivement, nos enfants aujourd'hui sont évalués sur leur performance scolaire, leurs notes. Vaguement, on va leur dire tu te tiens bien ou tu te tiens pas bien, tu mets le bazar ou tu mets pas le bazar. Mais en revanche, hein, on va pas les inviter à monter un projet, ou sinon ça va être vraiment, mais un projet qui soit un petit peu associatif ou qui soit dans une dynamique de créer une solidarité entre élèves ou au-delà. Comment on les accompagne à accueillir cette diversité? Quand vous voyez le développement de certains propos, ne serait-ce que racistes, c'est surprenant entre enfants. Et en fait, effectivement, cette diversité, il faut
en fait, il faut juste changer de regard dessus. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en même temps, dans les dossiers Parcoursup, par exemple, on demande des lettres où on est censé expliquer tout ça, ou pour certaines écoles, tiens, Sciences Po, qui est tellement dans l'actualité, on demande aussi aux jeunes de parler de la diversité de leurs activités. Et ça, on sait aussi que c'est socialement hyper sélectif, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sauront le faire et pas les autres, et que finalement, tous les projets pour diversifier un peu les critères d'évaluation se retournent finalement contre les gens qui sont les moins bien dotés scolairement au départ, familialement. C'est, je trouve, une interrogation que je ne me lasse pas de remuer. Je ne sais pas si on peut trouver la réponse aujourd'hui. Michel Van Der Broek, il y a un sujet extrêmement intéressant et dont on n'a pas beaucoup de temps pour parler, mais que vous soulevez, c'est la marchandisation de la petite enfance. Donc on a parlé du conseil parental qui est payant, mais il y a aussi cette histoire de crèche. Il y a 3 livres qui sont sortis cette année en France sur la privatisation des crèches. Moi, j'ai lu Le Prix du berceau, ça fait extrêmement peur. C'est celui qui est publié au Seuil. Ça fait quand même beaucoup moins de bruit que l'enquête sur les maisons de retraite, par exemple, de Victor Castanet. Donc, pourquoi c'est à la fois quelque chose qui fait écrire, mais qui des articles hyper intéressants et des livres, mais qui mobilise pas tellement. Oui, j'ai lu le livre également. C'est en effet c'est une évolution qui fait peur. C'est une évolution mondiale dans tous les pays. Enfin, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup Donc, de dans les pays pays. où il y avait des crèches publiques, maintenant, Oui. il y a plus de crèches privées que L'exemple publiques. de la France est bien sûr un exemple particulier parce qu'il n'y a pas plus que 10 ans, la France était dans les revues internationales était nommée comme le pays qui résiste à la privatisation et à la marchandisation depuis son histoire de l'importance publique de l'éducation du jeune enfant. Et en très peu de temps, ça a énormément changé et des grandes entreprises commerciales à but lucratif se sont installées et ont pris une très très grande partie du marché et sont devenus, comme disent les Anglais, too big to fail. Donc ça veut dire qu'ils sont à la table de là où les décisions sur la petite enfance sont prises. Mais ça dépend pas de choix parentaux, ça, ce sont des choix Ce sont des choix politiques, politiques. Ce sont des choix- locaux ou nationaux. Mais Tout à fait. nous, en tant que parents, C'est une si on veut une place en privatisation. crèche, on va là où on peut aller. Mais Voilà. Oui, tout à fait. C'est une privatisation qui a été menée volontairement par les politiques. C'est ça qui est important à dire. Mais pour le parent, ça le met dans une position de client, de consommateur, comme si la crèche était un pot de yaourt. On pense que si cette marque ne vous plaît pas, vous prenez une autre marque. Si cette marque, si le goût est moins bon qu'avant, vous changez de marque. La crèche n'est pas un produit comme ça. Et ce qu'on voit, et c'est ce que les livres comme celui de Daphné Gastaldi, le prix de Berceau, a bien démontré, c'est que le bénéfice pour les actionnaires, il vient de quelque part. Ça veut dire que c'est de l'argent public qu'on retire de la crèche pour donner aux actionnaires. Il faut quand même bien se poser la question si c'est ça qu'on veut. alors, ce qui est intéressant dans cette comparaison avec le consommateur, entre le parent et le consommateur, c'est que cette comparaison, elle existe aussi sur l'amour. C'est Eva Illouz qui a écrit sur, et vous la citez dans le livre, Michel Van Der Broek, sur finalement le marché amoureux qui nous place comme un produit plus ou moins désirable, suivant je sais pas, si on est jeune, beau, belle, si on est riche ou bien habillé. Et est-ce que nos enfants, finalement, ce qu'on apprend, c'est aussi à les placer sur un marché où ils vont valoir quelque chose en fonction de ce qu'ils auront appris, leur diplôme, leur activité extrascolaire, leurs talents qui auront été Oui, tout à développés ou fait. non? Oui, tout à fait. On est dans une société de compétition, d'individualisation et de compétition. Et donc, ça veut dire que le parent, il se sent obligé de bien préparer son enfant à cette compétition. Mais on peut pas y échapper à la compétition. On va pas dire, moi tout seul, j'arrête la compétition et on va vivre sur un voilier dans une ZAD ou à part du monde. Non, bien sûr, mais on pourrait quand même se créer des espaces de solidarité et des espaces d'entente sociale. Et il en existe, bien sûr. Les crèches municipales le sont souvent, les lieux d'accueil parents-enfants le sont, les crèches parentales le sont. Des espaces de solidarité où tout n'est pas compétition.
On va continuer à y réfléchir. Merci beaucoup Michel Van Der Broek, merci beaucoup Béatrice Bayeux de nous avoir exposé vos idées, votre pensée. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. Alexandre Dang était à la prise de son ce soir.